Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'exploration du système économique de progrès humain. Je suis Simeon Fongang, docteur en économie, spécialiste d'analyse économique et spécialiste également de politique économique. Tout comme la vidéo précédente, AFR 05, la précédente intervention n'avait pas été annoncée dans la vidéo introductive AFR 01. Nous y indiquions brièvement que les conclusions et recommandations formulées dans le système économique de progrès humain trouvent leur fondement théorique dans nos travaux antérieurs issus des développements de l'indicateur de bien-être humain, lequel avait été élaboré en réponse aux appels à contribution lancés par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur les orientations futures à donner à l'indice de développement humain. Les difficultés d'accès à l'ouvrage Nouveau système économique de progrès humain, politique pour l'enrichissement de l'individu par sa participation, ont conduit de nombreux visionnaires des vidéos AFR 01 et suivantes à me demander des développements complémentaires pour éclairer sur les fondements théoriques en question. Par ailleurs, plusieurs acteurs du monde universitaire et de la recherche ont exprimé le souhait de voir cet ouvrage réédité et traduit en plusieurs langues afin de favoriser l'intégration dans les enseignements universitaires des nombreux modèles économiques et économétriques qu'il contient. La présente vidéo vise ainsi à apporter les éclaircissements demandés, notamment en revenant sur le contexte d'émergence de l'approche du développement humain, dont l'approche du progrès humain constitue un prolongement, ainsi que revenir sur la mesure du développement humain à travers l'indice de développement humain du PNUD et les développements théoriques et méthodologiques qui en ont découlé pour enfin aboutir à l'indicateur de bien-être humain. La vidéo rappelle également le cadre institutionnel alors préconisé par le PNUD, tout en mettant en évidence les distorsions observées en Afrique dans l'opérationnalisation du triptyque libéralisation, décentralisation et participation. Dans la mesure où cette vidéo vient en réponse à une demande de clarification méthodologique et scientifique formulée surtout par des enseignants-chercheurs universitaires et des enseignants et des étudiants, le style de présentation va s'adapter à ce public et par conséquent s'écarter un peu des vidéos précédentes. Dans cette optique, le plan se subdivise en 4 parties. Une première partie montre comment, pour mesurer le développement humain, on est passé de l'indice de développement humain à un indicateur de bien-être humain. L'ambition de départ est rappelée, ainsi que les limites conceptuelles et mathématiques de l'indice de développement humain, IDH, qui ont conduit le PNUD à abandonner le projet de construction d'un nouveau système économique centré sur l'humain. La présentation de l'IBH, indicateur de bien-être humain, proposé en réponse aux appels à contribution du PNUD est alors faite, ainsi que ses développements dans le sens du projet initial. La deuxième partie du plan rappelle le cadre institutionnel prôné par le PNUD dès 1990 et qui se caractérisait par le triptyque libéralisation, décentralisation, participation. Les distorsions dans la mise en œuvre des stratégies liées à ce cadre en Afrique sont alors soulignées et révèlent la persistance des désastres causés par ces distorsions. La troisième partie montre comment, en réaction aux distorsions opérationnelles mentionnées, le concept de progrès humain est proposé comme prolongement de celui du développement humain. Il s'agit de construire et proposer un système économique de progrès humain répondant aux attentes du projet initial de 1990 ou des années 90 qui a été suspendu par le PNUD en 1994 dans l'attente de solutions pertinentes. Les avis favorables de personnalités à la tête d'institutions internationales, d'universitaires et de décideurs politiques français sont cités
dans cette partie. On justifie ensuite pourquoi les deux piliers du système économique de progrès humain sont la technologie et la monnaie, comme l'indique son logo. La quatrième partie montre les développements scientifiquement économiques du système économique de progrès humain, allant de la microéconomie, où on a analysé le bien-être des individus et les besoins des entreprises, pour associer ces agents dans un circuit macroéconomique où le rôle du secteur bancaire et des marchés financiers est mis en exergue. Cette partie permet d'illustrer comment le système économique de progrès humain répond à l'ambition du PNUD en matière de participation de chaque personne humaine, à la fois à la production et à la consommation des biens et services marchands. Les cadres théoriques et opérationnels de politique économique de progrès humain sont également présentés dans cette partie. Les nouveaux instruments de politique économique devraient, par-delà la sortie des individus de la pauvreté, permettre qu'à l'avenir, les individus naissent, vivent et meurent sans connaître la pauvreté. Le programme des Nations Unies pour le développement a été créé en 1965. À sa création, son action était principalement orientée vers les pays en développement. La mission fondamentale du PNUD à ce jour est de promouvoir le développement humain. Cela signifie, selon les termes du PNUD même, contribuer à l'éradication de la pauvreté, à la réduction des inégalités et à l'élargissement des capacités et des opportunités offertes à chaque individu afin que celui-ci puisse mener une vie digne et participer pleinement au progrès collectif. À la fin des années 80, les experts étaient parvenus à un double constat sur la problématique de la gouvernance et de la pauvreté dans le monde. Premier constat, l'aide publique au développement, censée financer des projets structurants d'infrastructures, tend davantage à bénéficier aux dirigeants qu'aux populations des pays bénéficiaires. Second constat, la pauvreté persiste également dans les pays développés malgré l'enrichissement continu des nations. Alors, que faire face à cette problématique? La solution envisagée alors, c'est de construire un système économique humaniste. Il est alors apparu nécessaire de construire un nouveau système économique centré sur la prospérité des individus plutôt que sur celle de la nation, comme c'est le cas dans le modèle classique actuel, et surtout d'élargir le champ d'action du PNUD à l'ensemble des pays du monde pour marquer la prise en compte des pays industrialisés. C'est dans cette perspective que le PNUD a réuni d'éminents experts internationaux en matière de développement afin d'élaborer un système économique nouveau centré sur l'humain. Les conclusions et les recommandations de leurs travaux ont conduit en 1990 au lancement de l'approche du développement humain. L'objectif central du nouveau système envisagé était de garantir à chaque individu une participation effective à la création des richesses, donc à participer à la prospérité collective ainsi qu'au partage des fruits de la croissance. Le cadre institutionnel alors retenu reposait sur les trois principes fondamentaux suivants: la libéralisation, la participation et la décentralisation. Mais qu'entend-on par système d'économie politique? Le nouveau système économique envisagé doit être une construction théorique respectant rigoureusement des étapes méthodologiques progressivement établies depuis les travaux des économistes physiocrates du XVIIIe siècle. Par exemple, selon l'abbé Nicolas Bodo, un physiocrate, les vrais économistes sont faciles à caractériser par un seul trait que tout le monde peut saisir. Ils reconnaissent un maître, une doctrine, des livres classiques, une formule, des termes techniques, précisément comme les antiques lettrés de la Chine. Ces exigences ont dès lors influencé et conforté les économistes en quête d'une autonomie de la discipline et entendant affirmer le caractère scientifique de la discipline. La représentation schématique illustre les principales étapes de cette exigence des économistes. Partant des problèmes économiques identifiés dans la société considérée, les développements de la problématique retenue, quelle qu'elle soit, doivent pouvoir faire l'objet de mesures, tout d'abord, donc de la quantification. Ensuite, cette
cette mesure fournit l'information sur la situation, mais n'éclaire pas. Pour obtenir l'éclairage, il faut passer à l'étape d'analyse théorique. Il s'agit de faire des modélisations mathématiques et des représentations diverses qui peuvent être des représentations graphiques, des tableaux, des schémas, des histogrammes, etc. Et ensuite, le cadre, le cadre théorique de politique économique doit préciser les domaines d'intervention du décideur public, ses objectifs sectoriels et ses instruments de politique, c'est-à-dire des leviers d'action à la disposition du décideur public qui pourra les manipuler délibérément pour atteindre les objectifs visés. De ce cadre théorique, donc, devront découler des recommandations formelles. Dites formelles parce que celles-ci doivent être de portée universelle, elles doivent être applicables à tout pays. Et enfin, on arrive à un cadre opérationnel de politique économique où sont définies les stratégies et les plans, y compris les plans d'action, où se fait la planification, la modélisation et la programmation des attributs qu'on cherche à atteindre. Alors, et c'est à partir de ce cadre que le décideur public pourra conduire la mise en œuvre des actions sur le terrain. Le respect de toutes ces étapes aboutit à la construction d'un véritable système d'économie politique pour la problématique retenue. C'est ainsi qu'on peut dire que la possibilité d'analyser, de formaliser et de quantifier les déterminants d'une problématique constitue la caractéristique majeure de la démarche en sciences économiques. C'est aussi le critère de crédibilité de toute approche économique établissant une relation cohérente entre la problématique, l'analyse scientifique et les orientations politiques qui doivent en découler. Sous l'angle de l'histoire de la pensée et de l'analyse économique, cette tentative de centrer la quête de la prospérité sur les individus et d'en construire un système remonte au XVIIIe siècle, mais n'a pas abouti malgré les progrès faits dans ce sens par les économistes marginalistes au XIXe siècle. Contrairement à l'approche par la nation qui y parvient, cet échec tenait à la difficulté de l'approche par l'individu à respecter toutes les étapes d'une construction systématique. Cela révèle l'importance cruciale de la formalisation. Les physiocrates, en initiant le caractère scientifique de l'économie et de son analyse à travers le tableau économique de François Quesnay, ont donné naissance à deux branches, à deux héritages divergents sur la question de savoir quel serait le meilleur chemin pour parvenir au bien-être humain pour tous dans les sociétés humaines. La branche portée par Adam Smith et celle portée par Étienne Bonneau de Condillac. En 1776, Smith et Condillac publient simultanément deux ouvrages fondateurs, mais construits à partir de points d'entrée opposés. Smith cherche à expliquer les conditions de l'enrichissement des nations et fait de la production le moteur principal de la prospérité collective. Condillac part au contraire de l'individu et de ses besoins et de ses évaluations subjectives. L'échange volontaire devient alors le mécanisme fondamental de la création de richesses. Là où Smith raisonne de la nation vers l'individu, Condillac raisonne de l'individu vers la société. Cette divergence annonce l'opposition durable entre une économie centrée sur les agrégats de production et une économie centrée sur les choix individuels et la valeur subjective. Pour Henry Dunning MacLeod, Condillac est le premier économiste à avoir formulé de façon cohérente une théorie où la valeur provient des besoins et des préférences subjectives. L'échange crée un bénéfice mutuel et les coûts dérivent de la valeur attendue des produits, ce qui fait de Condillac un précurseur direct de l'économie moderne. Rendant compte des deux ouvrages dans son livre The History of Economics, l'économiste britannique Henry Dunning MacLeod dira ceci de l'ouvrage de Condillac. C'est, sans conteste, l'ouvrage le plus remarquable qui ait été écrit sur l'économie jusqu'alors et il occupe une place des plus importantes dans l'histoire de la science économique. Les meilleurs économistes européens et américains tentent désormais à reconnaître que la conception de l'économie proposée par Condillac est la conception véritable.
Enfin, justice lui sera rendue et, après 120 années de négligence, il apparaîtra comme le véritable fondateur de l'économie moderne. Malgré cette reconnaissance continue de la pertinence de l'œuvre de Condillac, poursuivie par de nombreux et éminents économistes humanistes au XIXe et au XXe siècle, les exigences de mesurer le concept ou la problématique proposée et surtout de sa formalisation ont toujours entravé la construction d'un système centré sur l'individu. Voici quelques exemples. Au début du XIXe siècle, Henri Storch entreprend de construire un système économique centré sur l'humain, dont il fonde la problématique sur ce qu'il nomme la théorie de la civilisation. Storch considère la civilisation comme un processus d'accumulation de biens internes, autrement dit un système de production immatérielle. Les biens internes se produisent par l'éducation, la culture, la religion, la morale, la science. Ils se conservent et s'accumulent à travers les institutions, les coutumes et la transmission intergénérationnelle. Enfin, ils se consomment dans la vie sociale et politique en améliorant les relations entre individus et la cohésion collective. La civilisation est ainsi une économie de la moralité et du progrès humain, pas seulement de la richesse matérielle. Pour Storch, l'économie politique doit viser non seulement la croissance matérielle, mais aussi le développement moral et intellectuel des citoyens. Son ambition L'ambition de Storch est d'identifier les lois régissant la production, l'accumulation et la consommation des biens internes au sein d'un pays. Ces derniers, dont les biens internes, de nature immatérielle, peuvent être considérés comme des dons de la nature ou comme le fruit de l'activité humaine. Ils englobent, selon Storch, la santé, la dextérité, les lumières, entendons par là les savoirs et l'éducation, le goût, les mœurs, le culte, la sûreté et les loisirs. À l'instar de ce que le PNUD fera bien plus tard avec l'approche du développement humain, Storch reconnaît dans son cours d'économie politique que cette dimension de l'économie n'a pas encore été systématisée. Il affirme notamment: cette partie de l'économie politique n'est point encore réduite en système. C'est une doctrine nouvelle pour laquelle les anciens et les modernes ont rassemblé d'excellents matériaux, mais qu'il importe d'ordonner, de compléter et de réunir pour en former un ensemble. Mais Storch fit également face aux exigences de la discipline et buta sur la mesure et l'analyse mathématique de sa problématique. Toujours au XIXe siècle, nous retenons un autre auteur, Wilhelm Roscher, de son nom français Guillaume Rocher, qui était professeur à l'université de Leipzig en Allemagne. Il a surtout apporté une contribution à l'analyse des besoins humains. Et sa contribution repose sur 3 principes clés. Le premier est que les besoins sont le point de départ et la finalité de l'économie politique. Deuxièmement, les besoins évoluent historiquement et culturellement en lien avec le degré de civilisation. Troisièmement, le progrès économique véritable se mesure à la capacité d'une société à satisfaire les besoins supérieurs de ses membres, à savoir les besoins intellectuels, moraux et sociaux. Ainsi, selon Roscher, les besoins constituent le véritable fondement de la science économique. Dans son œuvre majeure intitulée Principes d'économie politique, publiée en allemand en 1854, Roscher définit l'économie politique comme la science qui étudie, je cite, les lois du développement des besoins humains et des moyens d'y satisfaire. Fin de citation. Contrairement à l'économie classique, centrée sur la production et l'accumulation des richesses matérielles, Roscher considère que les besoins humains constituent le point de départ naturel et final de toute activité économique. Selon Roscher, la compréhension de ces besoins, dans leur diversité, leur hiérarchie et leur évolution historique est indispensable pour saisir le sens du progrès économique. L'économie, écrit-il, doit s'intéresser à l'homme dans son développement moral, intellectuel et matériel et non uniquement à l'accumulation de biens.
Elle doit chercher à comprendre comment les institutions et les politiques économiques influencent la capacité des individus à satisfaire leurs besoins, à la fois matériels et spirituels. Guillaume Rocher souligne que comprendre la hiérarchie et l'évolution des besoins matériels, sociaux, intellectuels et moraux est indispensable pour saisir le développement économique. Pour lui, le progrès économique véritable se mesure à la capacité des sociétés à satisfaire des besoins supérieurs et à améliorer le bien-être des individus. En plaçant l'individu et ses besoins au cœur de la réflexion, Rocher anticipe ainsi les concepts de développement humain développés près d'un siècle et demi plus tard, soit 136 ans exactement, par le PNUD. De nombreux économistes dits marginalistes au XIXe siècle vont travailler également dans ce sens et il apparaît ainsi que la problématique du développement humain orienté vers le bien-être de chaque individu s'inscrit dans la filiation intellectuelle et spirituelle inaugurée par Étienne de Condillac en 1776 et prolongée par une lignée d'économistes humanistes cherchant à placer l'humain au centre du développement. Au XXe siècle, les travaux d'économistes centrés sur la problématique humaine s'est largement développé. Néanmoins, nous pouvons en citer deux qui ont eu un impact, une influence directe sur l'approche du développement humain et de sa mesure, notamment parce qu'ils ont proposé des indicateurs et des moyens de mesurer le développement. Il s'agit de François Peyroux et de Paul Stratton. Pour François Peyroux, dans son ouvrage L'économie du XXe siècle et autres travaux, le développement de l'homme ou économie du perfectionnement humain qu'il propose suppose que soit couvert. Les coûts du statut humain, de la vie pour tous, les coûts de l'homme, les coûts qui procurent à chacun l'espérance de vie, la santé, l'accès à la connaissance, compatibles avec les conditions concrètes du lieu et de l'époque. François Peyroux a préparé le terrain intellectuel du développement centré sur l'humain bien avant la création de l'IDH, à l'instar de ce que le PNUD entreprendra en 1990 avec l'approche du développement humain et la création de l'IDH. François Peyroux dénonce déjà l'insuffisance des indicateurs économiques traditionnels pour rendre compte des conditions fondamentales de la vie, de la santé physique et mentale, de la connaissance et du loisir des hommes d'un ensemble donné. La contribution de Paul Stratton à l'essor de l'approche du développement humain du PNUD est à la fois fondamentale et structurante, notamment dans les années 1980 et 90. En tant que membre de l'équipe du premier rapport sur le développement humain en 1990, il y a contribué à la structure conceptuelle du rapport, la formulation des indicateurs, notamment les indicateurs de l'éducation et de la santé, et la philosophie d'ensemble du développement humain comme alternative au modèle de croissance purement quantitatif. En cela, il s'est appuyé sur ses travaux antérieurs, notamment l'approche des Basic Needs, qu'on pourrait traduire par besoins fondamentaux, développée dans les années 70, notamment via le rapport de la Banque mondiale sur l'emploi, la croissance et les besoins fondamentaux qu'il a dirigé en 1981. Bien avant cela, il avait déjà publié les mesures, les indicateurs de développement dans un ouvrage, dans l'article qui apparaît à l'écran et dont la traduction en français est la suivante. Indicateurs du développement. À la recherche d'un étalon fondé sur les besoins fondamentaux, Norman Hicks et Paul Stratton, Banque mondiale, Washington, D.C. Résumé. La mesure des efforts de développement dans les pays en développement s'est généralement concentrée sur la croissance du produit national brut par habitant et sur des concepts apparentés. De plus en plus, les économistes du développement ont pris conscience que la seule croissance de la production ou du revenu ne constitue pas un indicateur adéquat du développement, et que la réduction de la pauvreté ainsi que la satisfaction des besoins humains fondamentaux sont des objectifs qui devraient se refléter dans toute mesure du développement. L'intérêt pour la conception de meilleurs instruments de mesure du développement s'est ainsi accru. Parmi les pistes explorées figurent les modifications du PNB, les indicateurs sociaux et les systèmes connexes de comptabilité sociale, ainsi que les indices composites de développement.
Cette approche proposait que le développement économique devait viser en priorité l'accès à l'éducation, à la santé, à une alimentation satisfaisante, à un logement décent et à une participation active à la société. Paul Stratton a contribué à déplacer le centre de gravité du développement de l'objectif de croissance économique vers celui de bien-être humain. Tout comme avec les travaux de François Pérou et de Paul Stratton, ceux d'Amartya Sen ont directement inspiré le triptyque fondateur de l'indice de développement humain, à savoir l'IDH, à savoir la santé, l'éducation et le revenu, adopté par le PNUD dès 1990. Amartya Sen a profondément influencé la conception du développement humain promue par le PNUD. Sa théorie des capacités a défini le développement comme l'expansion des libertés et des possibilités réelles offertes aux individus. Il a inspiré le cadre conceptuel du premier rapport sur le développement humain et la création de l'indice de développement humain. Sen a souligné que la croissance économique n'est qu'un moyen et non une fin du progrès humain. Son approche a donné une base éthique et philosophique au paradigme du développement centré sur l'humain. Un autre fait marquant concernant l'attitude de Amartya Sen vis-à-vis de la mesure, vis-à-vis notamment du respect de la méthodologie exigeant de passer par la mesure et des analyses théoriques, tient au fait que sa position a pu évoluer. En effet, en 1989, dans l'ouvrage Hunger and Public Action, co-publié avec Jean Drèze, il considère parfois l'exigence méthodologique excessive et considère et affirme que l'efficacité de l'action publique ne relèverait pas uniquement de la rigueur analytique, mais également d'une question de détermination et de volonté politique. L'évolution consiste à considérer la position qu'il défend l'année d'après. Dans la perspective du lancement de l'IDH, il reconnaîtra que l'absence de formalisation quantitative constitue un obstacle réel à la reconnaissance scientifique et à l'influence internationale de nouveaux concepts. Une abondante littérature en économie du développement s'est attachée à évaluer la qualité de la vie, la satisfaction des besoins fondamentaux et d'autres questions apparentées. L'influence de cette littérature s'est renforcée ces dernières années en attirant l'attention sur des aspects négligés du développement économique et social. Néanmoins, force est de constater que cette littérature a, dans l'ensemble, été largement ignorée par la théorie de l'économie du bien-être, laquelle a eu tendance à considérer ses contributions comme des propositions essentiellement ad hoc, dépourvues d'assises théoriques véritables. Cette attitude s'explique en partie par l'exigence propre à la théorie du bien-être selon laquelle les propositions normatives ne doivent pas seulement faire appel à l'intuition, mais doivent également être structurées et solidement fondées sur le plan théorique. Bien conscients de cette exigence, les équipes du PNUD ont établi et lancé l'indice de développement humain, IDH, en 1990, avec pour ambition d'en faire la mesure phare du nouveau système économique centré sur les individus. Cependant, cette ambition s'est vite heurtée aux lacunes tant conceptuelles que mathématiques de l'IDH. Comme le montre à l'écran l'extrait des notes techniques représentant le graphique de calcul des indices partiels permettant d'aboutir à l'indice de développement humain IDH, est disponible uniquement en anglais, les trois dimensions de l'IDH sont la longévité en bonne santé, la connaissance et un niveau de vie décent. Ces dimensions sont mesurées respectivement par l'espérance de vie à la naissance, l'éducation formelle et le revenu national par tête en dollars américains, ajusté à la parité des pouvoirs d'achat. L'IDH représente la somme de ces indices partiels divisés par 3. Dès sa publication, de nombreuses critiques et des suggestions ont été faites. Nous les présentons en limites conceptuelles et limites mathématiques. Du point de vue des limites conceptuelles, on a critiqué l'espérance de vie, estimant que le choix de l'espérance de vie comme indicateur plutôt que ses déterminants, que sont les besoins à satisfaire
ou les coûts de ces besoins à couvrir hypothèquent sérieusement une connaissance détaillée des problèmes, des manques en matière de développement humain. Les critiques ont montré qu'on pouvait affirmer que c'est de la satisfaction durable des besoins humains que provient la longévité. Donc, la longévité serait une conséquence probable de la réalisation continue du bien-être des individus. Dans l'IDH, les besoins ne sont pas explicitement identifiés pour chaque pays. L'IDH ignore donc leur diversité et leur spécificité géoculturelle. Les coûts requis pour les satisfaire sont évoqués dans les rapports, mais l'IDH n'en tient pas compte. De plus, il devient légitime de se demander si la question de la longévité ne déplace pas en quelque sorte le problème de la qualité de vie qui est mené. À noter que la plupart des suggestions faites étaient accompagnées des observations qui permettaient de savoir ce qui pouvait être reproché. Tel est le cas par exemple avec Harald Traubel-Nobler de Berlin, de l'Institut allemand de recherche en économie. L'avocat du diable pourrait arguer qu'il serait préférable de mourir à l'âge de 70 ans, après avoir mené une vie fort agréable et bien remplie, que de mener une vie misérable pendant 75 ans. Le domaine de l'éducation est sans doute celui qui a reçu le plus de réactions. On a pu dire par exemple que le nombre de jeunes qui consentent à retourner au monde agricole après 3 ou 4 années de scolarisation est plutôt négligeable. Après une telle éducation restreinte à la capacité de lire et d'écrire, le jeune rural est persuadé d'être assez instruit, en tout cas plus que celui qui ne sait ni lire ni écrire, pour espérer s'assurer en ville une vie nouvelle et meilleure. Un auteur comme Daniel Kotlier, qui est conseiller à l'époque, conseiller du gouvernement du Pérou, a souligné que l'on distingue en théorie 3 types d'éducation. L'éducation formelle, la non formelle et l'éducation informelle. L'IDH ne retient que la première forme d'éducation. Pourtant, les autres formes peuvent être plus aptes à favoriser le développement humain dans certaines sociétés humaines. En matière de revenus, la combinaison avec d'autres indices partiels a fait l'objet de vives réprobations. C'est comme si l'on additionnait des bananes et des oranges. Néanmoins, dans le cas de ces dernières, l'utilité des différents fruits peut être mesurée en termes de calories. Le développement humain n'a pas d'utilité aussi facilement identifiable. L'IDH pourrait aussi être élevé pour une personne menant une longue vie avec accès à la bibliothèque dans une prison bien confortable. D'autres critiques ont ciblé la classification arbitraire des pays, ainsi que l'arbitraire également dans le choix des seuils, le minimum, le maximum, dans le calcul de l'IDH. C'est ainsi que certains ont demandé pourquoi on n'aurait pas simplement divisé par 3 la classification pour vous montrer ceux qui sont faibles, ceux qui sont moyens et les pays qui ont un IDH élevé. Quant aux limites mathématiques, c'est surtout le domaine des définitions qui a été jugé inapproprié. Allant de 0 à 1, par rapport à l'objectif de développement, il est inapproprié parce qu'il ne saurait être plafonné. Par ailleurs, le logarithme du revenu est injustifié. C'est-à-dire qu'il n'a pas été justifié, il convient de prouver comment on obtient le logarithme et de justifier son utilité dans la compression du revenu que cette application provoque. Par ailleurs, la parité de pouvoir d'achat est inappropriée pour une mesure mondiale. Les critères d'application ne sont pas remplis puisque les paniers de biens ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre et même d'une région du monde à une autre. D'autres critiques ont porté sur les limites de l'IDH en ce sens que, s'agissant d'une mesure ayant vocation à orienter le développement, on ne voit pas où on trouve l'information sur l'épargne, sur le rôle de l'endettement ou de l'aide extérieure des pays, sur la dynamique du développement humain. Est-ce qu'il y a retournement? Comment rester dans une trajectoire? Comment faire pour mesurer les performances d'un pays sans tenir compte des performances de l'autre, comme on voit avec le maximum ou le minimum? Comment réaliser des anticipations, pouvoir faire de la prévision, de la planification du développement humain
L'IDH reste muette sur toutes ces questions et surtout sur l'analyse théorique qui risque de ne pas pouvoir se faire. Face à ces limites et à l'ampleur des critiques continues d'experts et du monde universitaire, le PNUD a sollicité dès 1992 les contributions des lecteurs. L'équipe chargée de l'élaboration du rapport mondial sur le développement humain entend solliciter les suggestions des lecteurs sur l'orientation future à donner à l'IDH. Malgré cela, l'échec des nombreuses contributions venues du monde entier à permettre des analyses théoriques indispensables à la construction du nouveau système a contraint le PNUD en 1994 à suspendre l'initiative dans l'attente de propositions satisfaisantes à l'avenir. Cet appel à contribution coïncidant avec mon année d'inscription en thèse de doctorat à l'Université de Poitiers, j'ai décidé d'y consacrer ma thèse. Toutefois, et contrairement aux autres contributeurs qui s'étaient attachés à modifier l'IDH tel qu'il avait été conçu, nous avons entrepris de remonter à la problématique afin de tenir compte de l'histoire de la pensée et de l'analyse économique depuis la controverse Condillac-Smith de 1776 et l'exigence de rigueur scientifique énoncée par Nicolas Baudot. Voici un extrait authentique du livre qui montre comment nous avons établi l'indicateur de bien-être humain, IBH, en abrégé, dans la thèse de doctorat intitulée « Indicateur de développement humain du PNUD, portée, limites et dépassements » et l'IBH a été conçu pour servir de mesure de développement humain proposé au PNUD. Les développements de l'IBH en son modèle dynamique, puis la macrodynamique du modèle, ainsi que l'établissement du diagramme des phases de l'IBH ont permis de montrer la capacité de l'IBH de proposer un cadre d'analyse théorique complet. Sur ce cadre formel d'analyse du bien-être humain, la partie haute représente graphiquement l'analyse dynamique du modèle de l'IBH. Elle décrit le comportement de l'individu considéré isolément et dit comment il satisfait ses besoins sur l'axe des abscisses, et cela en fonction du niveau de ses revenus représentés sur l'axe des ordonnées. On voit qu'il y a 3 types de besoins. Les besoins essentiels qui relèvent de l'alimentation, la protection et la mobilité, qui sont donc des besoins dont la satisfaction s'impose à tout être humain vivant. Les besoins existentiels, qui sont des manières propres à chaque société de satisfaire les besoins essentiels. Ainsi, par exemple, pour la consommation du riz, pour satisfaire le besoin essentiel d'alimentation, selon les sociétés humaines, on pourra manger en utilisant une fourchette, une cuillère en bois, une cuillère en métal, des baguettes ou la main. Ces différents outils participent de la dynamique économique pour les produire et s'imposent à l'individu en tant que besoin existentiel à satisfaire pour respecter les normes sociales et se faire respecter. Au-delà de cet exemple basé sur des outils de consommation finale, il en va de même pour les outils de production qui sont fonction aussi de la société considérée. Les besoins factices qui correspondent à des situations où l'individu, ayant satisfait tous les besoins requis par les normes sociales, continue de voir s'accroître ses revenus et les affecte à d'autres biens durables de consommation supplémentaires. Par exemple, acheter une résidence secondaire, une voiture de plus, etc. Le fait est qu'il ne peut pas séjourner dans plus d'un logement à la fois, ni se retrouver dans plus d'une voiture à la fois. Sur le graphique, à partir du point E de saturation des besoins existentiels, il peut dépenser pour satisfaire des besoins factices, comme de viser à avoir un appartement dans toutes les capitales du monde et un tel comportement peut aller jusqu'à l'infini. Ou alors, s'il ne dépense pas du tout dans cette catégorie, la courbe de l'IBH devient rigide et l'individu peut continuer de s'enrichir jusqu'à plus l'infini. La satisfaction de toutes ces catégories de besoins a un impact direct sur le cours de l'activité économique. Même ceux qui, sans satisfaire les besoins factices, affectent leur surplus financier dans des actifs boursiers, influencent l'activité économique par leur comportement.
Dans le volume 1.8 de son ouvrage Politique, Aristote évoquait la zone de satisfaction des besoins existentiels comme étant celle de l'économie domestique, de la bonne économie, où devrait vivre ce qu'il appelait l'homme de bien, c'est-à-dire la personne qui n'est pas pauvre mais n'accumule pas. Tandis que la zone de besoins factices correspond à ce qu'il qualifiait négativement de mauvaise crématistique. La zone de revenus faibles décrit la situation de pauvreté. Ici, tout accroissement de revenus est totalement affecté à la satisfaction des besoins essentiels et procure une satisfaction plus que proportionnelle. Autrement dit, ici l'impact du revenu sur le bien-être humain croît à un taux croissant jusqu'au point d'inflexion où est représenté le P de la courbe pour marquer le seuil de pauvreté, où la courbe au-delà, où la courbe devient parallèle à l'asymptote de la linéaire S égale 1. Au-delà de ce point, qui correspond au seuil de pauvreté, la courbe continue de croître, mais désormais à un taux décroissant et de façon exponentielle, sauf si le comportement de l'individu la rend rigide au-dessus de S égale 1. Le seuil de pauvreté exprime le montant d'argent requis dans une société pour acquérir des biens et des services sur des marchés libres et satisfaire les besoins essentiels de l'individu. Le graphique de dessous correspond à la représentation de la macrodynamique du modèle de l'indicateur de bien-être humain, IBH. Elle décrit les sociétés humaines, c'est-à-dire les situations d'évolution des individus regroupés en société. À noter que le point stationnaire où S est égal à 1 sur ce schéma a été déterminé mathématiquement et que les sens d'évolution, convergentes ou divergentes, découlent aussi d'analyses algébriques et, par conséquent, rien ici n'est établi intuitivement. La zone pauvre de ce graphique décrit une société où la grande majorité des individus est pauvre. Ici, la précarité sociale prévaut. La moindre catastrophe naturelle devient un désastre et les États s'endettent au point de n'avoir plus de ressources que pour achever leur ruine. La zone moyenne exprime des situations de dignité humaine où les individus ont tous des revenus supérieurs au seuil de pauvreté et satisfont à des degrés divers les besoins existentiels requis par leur société. La zone riche correspond à des pays regroupant un très grand nombre de millionnaires et de milliardaires et s'engageant dans des projets d'envergure qui se situent infiniment au-dessus des besoins essentiels, tels que la conquête de l'espace, l'exploration des fonds marins, l'affinement des études diverses sur la nature, l'archéologie, etc. Appliquée au cadre de l'Afrique subsaharienne, la lecture de ce diagramme montre que les biens susceptibles de satisfaire les besoins essentiels sont abondants, fournis par la nature, mais les biens surabondants sont rares ou pratiquement inexistants. En d'autres termes, par exemple, la production alimentaire est abondante, mais sont tellement mal gérées que des tonnes d'aliments de toutes sortes pourrissent, deviennent avariées au lieu même de leur production. La société est exposée à la précarité, c'est-à-dire que la moindre catastrophe naturelle pousse au dénuement effroyable et en outre la division du travail est très limitée, les arts sont peu développés. Le pays pauvre manque d'infrastructures, bien qu'une minorité d'individus dispose de ressources considérables comme on l'a vu dans l'analyse précédente, mais n'ont pas, par exemple, la liberté d'acquérir la voiture de leur rêve, faute d'infrastructures routières adéquates. On a en effet beaucoup d'États qui ne disposent que d'un seul et unique aéroport international. Les vidéos AFR 01 à AFR 05 proposent des solutions opérationnelles permettant de faire basculer la population africaine de la zone de pauvreté vers la zone de dignité
tout en allégeant le poids financier de l'État central pour faciliter son désendettement et lui éviter de sombrer dans la faillite. Avec une entrée progressive dans la zone de dignité, on fait appel aux institutions publiques locales pour organiser et aux investisseurs et aux entreprises privées pour produire localement des biens et services aptes à satisfaire les besoins essentiels. Les exigences pour l'attractivité du territoire et la compétitivité des entreprises sont développées dans la vidéo AFR 05. Dans cette zone, le pays dispose de fonds pour les acquisitions d'infrastructures lourdes telles que les ports, construire des ports de plaisance ou des ports fluviaux, des ports lacustres et maritimes, des aéroports, des voies ferrées, des autoroutes, des infrastructures culturelles, sportives et de loisirs de haut niveau. La zone de richesse, en poussant jusqu'à ce niveau la capacité autonome de développer en interne des activités CICI. Les activités CICI sont celles de conception, invention, création et innovation développées dans notre analyse de la substitution du travail accumulé au travail humain dans le processus de production. Ça, c'est de l'analyse des entreprises qui sera vue un peu plus tard. Donc, arriver à la zone de richesse nécessite de pouvoir développer des activités CICI, la capacité de créer des industries lourdes en interne, de produire des avions en Afrique, des bateaux, des trains, des armes originales et performantes et de participer à la conquête spatiale, à l'exploration subaquatique, des fonds océaniques et des abysses, etc. On voit ainsi que par rapport à l'Occident, dont le développement s'est longtemps fait sans planification préalable, mais simplement grâce à des circonstances particulières inattendues, des contingences, des intuitions et des tâtonnements, et que, à l'instar d'un immeuble dont l'excellente réalisation passe par l'élaboration préalable de plans et de maquettes, la réalisation d'études sur la nature du terrain, d'implantation et de ses caractéristiques hydrogéologiques, topographiques, climatiques et autres, le système économique de progrès humain représente le fondement théorique d'un progrès humain partout dans le monde. Tout particulièrement pour l'Afrique, dont le système permet d'avoir une vision claire à la fois de la destination à atteindre et du meilleur sentier à emprunter pour y arriver. Ainsi, aussi disruptives qu'elles puissent paraître les analyses, conclusions et recommandations faites dans le système économique de progrès humain pour l'Afrique concourent essentiellement à atteindre rapidement et durablement la destination visée, à savoir la zone de riches. Pour cela, il va falloir multiplier, enrichir toute la population, tout le titre de l'ouvrage, nouveau système économique de progrès humain, politique pour l'enrichissement de l'individu par sa participation. Le travail présenté a fait l'objet d'examens attentifs par plusieurs professeurs d'économie de haut niveau. La directrice du bureau du rapport sur le développement humain au PNUD avait consenti à participer au jury de soutenance de cette thèse. Je souhaiterais maintenant citer quelques appréciations formulées par ces spécialistes reconnus, dont les analyses apportent un regard particulièrement qualifié sur ce travail. Professeur François Bilger, spécialiste de politique économique. Il convient d'abord de saluer la créativité et le courage intellectuel de l'auteur, qui présente et défend véritablement une thèse originale, ce qui est assez rare pour être souligné. Dans cette thèse, qui représente une somme de travail considérable, le candidat fait preuve d'une science et d'une culture très large, connaissance approfondie de la littérature économique et excellente maîtrise des concepts, méthodes, outils théoriques et mathématiques de la science économique et, ce qui est plus rare, indispensable pour traiter un tel sujet, une culture philosophique étendue et une réelle préoccupation éthique. La recherche est exhaustive, l'analyse très rigoureuse et l'exposé d'une remarquable clarté. En outre, la forme est soigneuse et le texte parfaitement présenté, au total. Un travail d'un excellent niveau. Professeur Bernard Gehuenuer, spécialiste d'analyse économique, Université de Poitiers, France.
la maîtrise de l'analyse et les capacités de synthèse du candidat sont confirmées. Les qualités d'analyse théorique et conceptuelle de la thèse font appel à un très grand nombre d'auteurs pour traiter un sujet de nature épistémologique. Les développements mathématiques qui prennent appui sur une analyse très fouillée en traiteraient à voir. Entre problématiques humaines et problématiques de l'enrichissement, sont d'un intérêt majeur pour la mesure du développement humain et la hiérarchie qu'elle permet d'établir entre tous les pays du monde. Professeur Peter Smith, spécialiste d'analyse économique appliquée. La présente thèse constitue une contribution déterminante par l'exploration approfondie qu'elle offre de la philosophie sous-jacente à l'approche du développement humain et par l'analyse des exigences théoriques attendues d'une mesure satisfaisante. Cette étude détaillée montre comment l'indice de développement humain peut être perçu comme étant rattaché aux idées actuelles dans le champ de l'économie politique et comme se situant également dans une perspective historique de l'évolution de la pensée économique. Cette thèse a fourni une base théorique sur laquelle l'extension de la mesure du développement humain pourrait s'appuyer, mais le pont entre la théorie et la réalité concrète reste encore à construire et à franchir. Professeur Paul Streeten, pionnier de l'économie du développement, dans la préface du livre issu de la thèse, Simeon Fongang a relevé le défi de développer l'indice de développement humain. Tout indice unique peut se trouver limité par la grande complexité et les ramifications de la notion de développement humain. Mais Fongang fait des suggestions de modifications remarquables, visant à rapprocher l'indice de la mesure idéale. Je recommande ce livre à toute personne intéressée par le bien-être de l'humanité. Les principes du cadre institutionnel prônés ainsi par le PNUD traduisent une vision du développement centrée sur les besoins et les aspirations des individus et plaçant la personne humaine au cœur des processus économiques et politiques. L'idée directrice est que la politique économique ne doit pas se limiter à encourager la croissance quantitative, mais qu'elle doit aussi garantir une répartition équitable des bénéfices et permettre à tous les individus de participer activement à la création et à la distribution de la richesse créée. Dans cette optique, les experts du PNUD ont proposé le triptyque fondamental qui doit structurer toute politique économique axée sur le développement humain, à chaque fois dans une double perspective économique et politique. Cette représentation met en évidence l'idée centrale du PNUD. Chaque principe possède simultanément une dimension économique et une dimension politique, les deux étant complémentaires et indissociables dans une stratégie de développement humain. Cependant, au-delà de ce principe cardinal, les dysfonctionnements, distorsions et résultats inattendus ont été observés dans la mise en œuvre des politiques de développement humain et dans une large mesure dans l'application des recommandations intuitives et fragmentaires qui sont dépourvues de fondements théoriques solides. Ces approches ont souvent combiné de manière incohérente des objectifs centrés sur l'individu avec des cadres de politique économique orientés nation, ce qui produit un système hybride structurellement instable et incapable de générer des résultats durables. En termes plus simples, disons que l'IDH n'ayant pas permis la construction du cadre théorique correspondant à l'approche du développement humain, son cadre de politique économique qui devait en découler n'a pas non plus été établi. Par conséquent, pour proposer dans le cadre opérationnel des stratégies de développement humain, rappelons qu'il s'agit des stratégies axées sur la promotion de l'éducation, de la santé et des activités génératrices de revenus visant la réduction de la pauvreté. Donc, ils se sont basés sur le cadre de politique économique nation qui est inapproprié pour l'approche individu. La libéralisation est devenue privatisation. L'intention initiale de la libéralisation était de faciliter les échanges, de réduire l'intervention de l'État, notamment par la simplification administrative, et de permettre aux mécanismes du marché de fonctionner librement et efficacement dans un environnement concurrentiel équilibré. Cependant, ce principe a souvent été interprété de manière réductrice comme une simple privatisation du patrimoine public. Les ventes répétées d'actifs de l'État, comme les immeubles, les logements sociaux, les terrains stratégiques, voire des entreprises publiques performantes, se sont multipliées parfois au profit de capitaux étrangers. Parallèlement, de nouvelles contraintes administratives sont apparues, telles que la complexité accrue des procédures douanières entre pays dans la même zone,
ou des normes phytosanitaires contredisant l'esprit même de la libéralisation prônée. La décentralisation est devenue multiplication d'autorités locales. La décentralisation devait initialement favoriser la participation directe des citoyens à la création et au partage de la richesse en rapprochant les décisions d'investissement et d'infrastructure des réalités locales. Elle visait également à stopper l'exode rural par le développement local en tenant compte des diversités culturelles, climatiques et économiques des territoires. Mais en pratique, cette orientation a souvent été détournée au profit d'une prolifération des structures administratives, comme les conseils généraux, les conseils régionaux, départementaux et même des hauts conseils pour superviser ces autres conseils, ou des institutions traditionnelles encore, parfois en concurrence avec les autorités existantes. Cette inflation institutionnelle a entraîné une hausse des dépenses publiques et une complexification du processus décisionnel, contredisant ainsi les objectifs initiaux d'efficacité et de proximité. La participation a été réduite à la démocratie électorale et son volet économique pratiquement oublié. Dès son premier rapport, le PNUD rappelait que les individus doivent être libres de faire des choix dans des marchés correctement fonctionnels et doivent avoir le pouvoir de participer activement à la construction de leur structure politique. Les besoins et intérêts des individus doivent orienter le développement et ces mêmes individus doivent être pleinement impliqués dans l'élan de croissance économique et de progrès social. Les individus participent-ils à la croissance économique et en bénéficient-ils ? Or, dans la pratique, le concept de participation a été réduit à sa dimension politique, souvent limitée à la tenue d'élections régulières. Si cette évolution a consolidé la pluralité politique, elle n'a pas garanti une participation effective des citoyens, ni leur implication directe dans la production et la répartition des richesses. Ainsi, l'esprit initial du développement humain, consistant à faire des individus des acteurs et des bénéficiaires du progrès, s'est progressivement dilué dans une conception minimaliste de la participation. S'agissant de l'éducation pour tous, c'est progressivement restreint à l'enseignement primaire et à la simple alphabétisation. Le PNUD définissait le taux d'alphabétisation comme étant la proportion des personnes âgées de 15 ans plus capables de lire et écrire un texte court relatif à la vie quotidienne. Cette définition a orienté les politiques éducatives vers un enseignement de base minimaliste, ne permettant pas l'acquisition de compétences techniques ou professionnelles nécessaires à l'autonomisation économique des individus et des sociétés. Si les taux d'alphabétisation se sont améliorés, les populations formées demeurent souvent peu qualifiées, ce qui a favorisé un exode rural accru, une urbanisation désordonnée et un déficit de main-d'œuvre dans les zones agricoles, pastorales et de la pêche, entraînant d'importants défis urbains, alimentaires et migratoires. Depuis les années 1960, il est admis que le nombre de jeunes qui consentent à retourner au monde agricole ou pastoral après 3 ou 4 années de scolarisation est plutôt négligeable. Après une telle éducation, restreinte à la capacité de lire et d'écrire, le jeune rural est persuadé d'être assez instruit, en tout cas plus que celui qui ne sait ni lire ni écrire, pour espérer s'assurer en ville une vie nouvelle et meilleure. Les défis qu'il provoque en ville sont nombreux, citons-en quelques-uns, liste non exhaustive bien entendu. Au niveau des infrastructures par exemple, l'arrivée massive de migrants ruraux sans qualification dépasse souvent les capacités des villes africaines à construire suffisamment de logements, d'écoles et d'équipements publics, favorisant l'extension de quartiers informels. Quant à l'eau et l'énergie, la croissance rapide de la population urbaine exerce une forte pression sur les réseaux d'électricité et d'approvisionnement en eau, entraînant des coupures fréquentes et un accès inégal aux services. Quant à la voirie, l'augmentation du nombre d'habitants et de véhicules provoque une congestion de routes urbaines, tandis que les infrastructures de transport peinent à suivre le rythme de l'expansion des villes. S'agissant de la salubrité et de la gestion des déchets, l'accroissement rapide de la population urbaine génère davantage de déchets que les services municipaux ou les entreprises en charge ne peuvent collecter et traiter efficacement, ce qui favorise l'insalubrité. Au niveau de la santé, qu'elle soit préventive ou curative,
La concentration des populations dans des quartiers densément peuplés et souvent mal équipés surcharge les structures de santé et augmente les risques de propagation des maladies infectieuses. Pour la sécurité et la sûreté, la croissance urbaine rapide et souvent mal planifiée peut favoriser l'apparition de quartiers précaires où les services de police et de sécurité sont insuffisants, contribuant à l'augmentation de la délinquance et du sentiment d'insécurité. Ces défis urbains s'enchaînent avec des défis alimentaires, car ces jeunes qui partent de la zone rurale où ils étaient productifs dans l'agriculture et l'élevage, ce déséquilibre structurel qu'ils sèment en ville contribue à la baisse de la production alimentaire et à une dépendance croissante aux importations, ce qui a aggravé les enjeux de sécurité alimentaire du continent. Comme le montre ce graphique qui décrit l'évolution des importations alimentaires en Afrique subsaharienne entre 1990 et 2020, l'exode rural des jeunes qui participaient traditionnellement aux travaux agricoles et à l'élevage a réduit la main-d'œuvre disponible dans de nombreuses régions d'Afrique, contribuant à une stagnation ou à une baisse de certaines productions locales, tandis que les importations alimentaires ont fortement augmenté entre 1990 et 2025 pour répondre à la demande croissante des urbains. Au début des années 90, les importations couvrent environ 10% des besoins alimentaires selon les données de la FAO. Avec un déficit de production, les importations sont multipliées quand même par 5 entre 1998 et 2013. On pense à la période des OMD, l'objectif du millénaire pour le développement. Donc la stratégie de l'éducation pour tous a déjà ses effets avec la déscolarisation de ceux qui n'ont pas les moyens de poursuivre leurs études au secondaire. S'agissant des défis migratoires, une corrélation s'établit également entre l'éducation pour tous limitée à l'éducation primaire, les défis urbains et les migrations internationales. En effet, les difficultés rencontrées dans de nombreuses villes africaines, telles que le chômage, la précarité du logement, les insuffisances de services publics et les faibles perspectives économiques, incitent une partie des migrants ruraux à poursuivre leur parcours vers l'Europe, alimentant les flux migratoires qui transitent par le Sahara puis la Méditerranée. Le tableau à l'écran montre que les migrations depuis l'Afrique vers l'Europe, qui étaient d'environ 22 200 personnes par an au cours des années 90, a bondi à 440 000 par an, conséquence des premières vagues de ruraux déscolarisés après l'école primaire. Cela a poussé l'Union européenne à mettre sur pied Frontex avec un budget initial d'environ 6 millions d'euros. Mais 20 ans plus tard, en 2025, la pression migratoire a fait multiplier ce budget par près de 180, dépassant le milliard d'euros. Dans le même temps, les drames de décès en mer ou des refoulés par les pays d'Afrique du Nord qui meurent dans le désert viennent s'ajouter à ces défis. En conclusion, disons que les difficultés examinées suggèrent l'importance de concevoir les politiques publiques à partir d'analyses rigoureuses et adaptées aux réalités concernées. Nombre de défis évoqués et de leurs conséquences peuvent être interprétés comme le résultat d'une insuffisante articulation entre les recommandations opérationnelles et des cadres d'analyse formels cohérents avec les problématiques qu'elles entendent traiter. Cette observation rappelle modestement qu'une orientation stratégique ne peut se fonder uniquement sur le caractère consensuel d'un objectif, aussi légitime soit-il. Ainsi, dans le domaine de l'éducation, la question n'est pas seulement de promouvoir son développement, mais également de préciser quelle éducation est envisagée et au service de quelles finalités économiques, sociales et territoriales. Cette situation renforce la nécessité de respecter les orientations initiales du PNUD, c'est-à-dire celles des années 90, en basant l'opérationnalisation des politiques publiques sur un système complet, cohérent et conforme à ses spécifications conceptuelles et aux exigences méthodologiques de la science économique. Dans cette optique, que peut-on dire de l'IDH à ce jour ? Il convient de rappeler que l'indice de développement humain IDH n'a pas été conçu à l'origine comme un simple outil de classement international. Dans les premiers rapports sur le développement humain, l'ambition affichée était beaucoup plus vaste
Il s'agissait de fournir une nouvelle définition du développement, d'en proposer une mesure opérationnelle, d'en élaborer les fondements théoriques et, à terme, de construire un cadre renouvelé de politique économique centré sur l'être humain plutôt que sur la seule croissance de la richesse nationale. Cette démarche entendait constituer une alternative au paradigme économique dominant, traditionnellement focalisé sur l'accumulation de richesses et la croissance du produit national. L'IDH devait ainsi servir de point de départ à la construction d'un véritable système d'économie politique du développement humain, articulant mesures, théories et actions politiques. Or, les difficultés conceptuelles, méthodologiques et mathématiques rencontrées dans la construction de l'indice ont rapidement mis en évidence les limites de cette ambition. Les rapports successifs ont multiplié les ajustements techniques sans parvenir à établir un cadre théorique formalisé permettant de relier rigoureusement les indicateurs retenus au mécanisme du développement humain. Cette situation est particulièrement visible dans le rapport sur le développement humain de 1992, dont les auteurs reconnaissaient explicitement le caractère inachevé de l'indice et invitaient les chercheurs, praticiens et lecteurs à contribuer à son amélioration. Loin de considérer l'indice comme une construction achevée, il le présentait comme une étape provisoire dans un chantier intellectuel plus vaste. L'ambition initiale d'édifier une théorie formelle du développement humain susceptible de déboucher sur un cadre cohérent de politique économique apparaît ainsi avoir été progressivement mise entre parenthèses au cours des années suivantes, faute de solutions satisfaisantes aux difficultés identifiées. L'IDH est alors demeuré principalement un instrument de comparaison internationale, sans parvenir à devenir le fondement d'un système analytique et normatif complet, comparable à celui que constitue pour l'économie classique la théorie de la croissance et de l'accumulation du capital. C'est dans ce contexte que s'inscrit la proposition du système économique de progrès humain, dont l'objectif est précisément de répondre aux insuffisances laissées ouvertes par l'approche initiale du développement humain en proposant un cadre conceptuel, mathématique et opérationnel destiné à rétablir le lien entre mesures, théorie et politique économique. Voyons comment se calcule l'indice de développement humain en 2025. Tout comme depuis l'origine, la méthodologie de calcul consiste en deux étapes. Calculer des indices partiels pour chaque dimension et diviser leur somme par 3. La formule de normalisation utilisée dans l'indice de développement humain représente pour chaque dimension la donnée du pays considéré moins la donnée minimum retenue par l'équipe du PNUD, le tout divisé par la différence entre les données maximum et minimum. Cette formule soulève une difficulté fondamentale lorsqu'elle est utilisée comme instrument d'orientation des politiques publiques. En effet, cette formulation évalue la performance d'un pays non pas au regard d'un objectif absolu ou d'un seuil de bien-être défini indépendamment, mais relativement aux performances observées dans un ensemble de pays de référence. La valeur attribuée à un pays dépend ainsi non seulement de sa situation propre, mais également de celle des autres pays composant l'échantillon. Cette approche présente l'inconvénient de transformer une mesure censée décrire une réalité objective en un indicateur essentiellement relatif. Dès lors, l'amélioration ou la dégradation du score d'un pays peut résulter non seulement de l'évolution de ses performances propres, mais aussi des variations observées dans d'autres pays sans que sa situation réelle ait nécessairement changé dans les mêmes proportions. Une analogie scolaire permet d'illustrer cette difficulté. Imaginons qu'au lieu d'être évalué directement sur sa note, chaque élève reçoive un score calculé comme la différence entre sa note et celle du dernier de la classe, divisé par l'écart entre la note du premier et celle du dernier. Les élèves seraient ensuite classés sur la base de ce score normalisé. Un tel système conduirait à faire dépendre l'évaluation de chaque élève non seulement de ses propres résultats, mais aussi des performances extrêmes observées dans la classe. Ainsi, un élève pourrait voir son score progresser ou reculer, alors même que sa note resterait inchangée, simplement parce que les résultats du premier ou du dernier auraient évolué. La mesure obtenue renseignerait alors davantage sur la position relative
de l'élève dans un groupe donné que sur son niveau réel de maîtrise des connaissances. Par analogie, l'IDH apparaît davantage comme un indicateur de positionnement relatif entre pays que comme une mesure absolue du développement humain. Cette caractéristique peut être utile à des fins de comparaison internationale, mais elle limite sa capacité à servir d'instrument opérationnel pour la définition d'objectifs de politique économique ou sociale. Pour l'action publique, une mesure fondée sur des seuils absolus et stable dans le temps pourrait offrir une bonne mesure, un repère plus directement exploitable pour apprécier les progrès accomplis et déterminer les priorités d'intervention. S'agissant du choix des données, le reproche sur le caractère arbitraire et discrétionnaire du choix du maximum et du minimum demeure, bien qu'ayant été fait dès le premier rapport sur le développement humain en 1990. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur les conditions d'établissement de la parité de pouvoir d'achat, PPA, et de son application au niveau mondial, tout comme sur le calcul du revenu national brut pour tous les pays retenus dans le calcul de l'IDH. Mais passons à l'application numérique de 2025 qui a pris le Bénin pour exemple d'application. Toutes les dimensions peuvent susciter quelques questionnements, mais intéressons-nous particulièrement à la dimension du revenu. L'utilisation du logarithme pour ajuster le revenu est ainsi justifiée. Étant donné que chaque indice de dimension constitue un indicateur indirect des capacités dans la dimension correspondante. La fonction de transformation du revenu en capacité est probablement concave à Sn. 2000 à dire que chaque dollar de revenu supplémentaire a un effet de plus en plus faible sur l'élargissement des capacités. Par conséquent, pour le revenu, on utilise le logarithme naturel des valeurs observées, minimales et maximales. L'une des justifications avancées par Anand et Sen pour l'application d'une transformation logarithmique au revenu repose sur l'idée que, je cite, « Chaque dollar de revenu supplémentaire a un effet de plus en plus faible sur l'élargissement des capacités. » Fin de citation. Cette hypothèse traduit la notion économique classique d'utilité marginale décroissante du revenu. Toutefois, son adoption dans la construction de l'IDH soulève plusieurs interrogations théoriques. En premier lieu, la relation entre revenu et capacité n'est pas directement observée, mais simplement postulée. Le choix d'une fonction logarithmique apparaît ainsi davantage comme une convention normative que comme le résultat d'une démonstration empirique universellement établie. Il suppose que l'effet du revenu sur la capacité décroît continuellement sur l'ensemble des échelles de revenus, hypothèse qui mérite d'être discutée, surtout si l'on se réfère à la démonstration de l'indicateur de bien-être humain IBH ici représenté. En deuxième lieu, les arguments de Anand et Sen ne semblent pas rendre pleinement compte de la situation des individus vivant sous ou à proximité du seuil de pauvreté. Dans cette zone, chaque unité supplémentaire peut permettre l'accès à des biens ou services essentiels auparavant inaccessibles, produisant des gains substantiels en matière de nutrition, de santé, d'éducation, de logement, etc. Or, tel qu'on l'a établi, la fonction est ici plutôt exponentielle et pas logarithmique. Le revenu de l'individu peut donc s'accroître indéfiniment et permettre de satisfaire toutes les capacités requises. On peut dès lors s'interroger sur la pertinence d'une fonction logarithmique uniforme pour représenter l'ensemble de la relation entre revenu et capacité. En troisième lieu, l'affirmation selon laquelle l'élargissement des choix individuels tendrait vers un plafond implicite peut être contestée. Sur des marchés ouverts et concurrentiels, l'accroissement du revenu continue généralement d'étendre l'éventail des opportunités accessibles aux individus. Si l'effet marginal de chaque unité monétaire supplémentaire peut diminuer, cela n'implique pas nécessairement l'existence d'une limite supérieure aux capacités potentielles associées à des niveaux de revenus croissants. Ces observations conduisent à considérer que la transformation logarithmique retenue dans l'IDH repose sur un choix théorique et normatif discutable. La question n'est donc pas tant de savoir si ce choix est légitime en soi,
mais s'il constitue la représentation plus adéquate de la relation entre revenus et capacité pour l'ensemble des populations et des niveaux de revenus des individus. En conclusion de cette partie, rappelons que compte tenu de la densité du contenu de chacune des parties, le plan annoncé au début, à savoir les 4 parties, sera finalement réparti en 2 vidéos distinctes. Pour conclure dans cette vidéo, disons que au regard de la mission que le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, s'assigne lui-même, à savoir contribuer à l'éradication de la pauvreté et accompagner les pays dans l'élaboration de politiques favorisant leur progrès, la question de la robustesse conceptuelle et méthodologique de l'indice de développement humain revêt une importance particulière. Si l'IDH est utilisé comme référence pour orienter les analyses, les recommandations ou les priorités d'action dans un grand nombre de pays et de territoires, alors la validité des hypothèses sur lesquelles il repose mérite un examen rigoureux. Les débats portant sur la transformation logarithmique du revenu, la normalisation relative des indicateurs ou encore l'absence d'un cadre théorique pleinement formalisé conduisent à s'interroger sur la capacité réelle de l'indice à servir de fondement à des politiques de développement efficaces. Cette interrogation est d'autant plus importante que les enjeux concernés sont considérables. Lorsque des indicateurs internationaux influencent directement ou indirectement les stratégies de développement, l'allocation des ressources ou les priorités institutionnelles, leurs limites méthodologiques peuvent avoir des conséquences significatives sur les résultats obtenus. Dans cette perspective, il apparaît légitime de s'interroger sur la part de responsabilité que peuvent assumer les organisations internationales lorsque les outils de mesure qu'elles promeuvent reposent sur des hypothèses contestables ou insuffisamment validées. Cette réflexion concerne notamment la persistance des situations de pauvreté dans certaines régions du monde, en particulier en Afrique subsaharienne, ainsi que les déséquilibres économiques et sociaux qui contribuent aux dynamiques migratoires observées en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. L'objet de cette critique n'est pas de remettre en cause les finalités poursuivies par le PNUD, mais d'examiner si les instruments mobilisés sont effectivement à la hauteur des objectifs qu'ils prétendent servir. Dès lors que l'ambition affichée est de guider le progrès humain, l'exigence de rigueur scientifique, de cohérence théorique et de pertinence opérationnelle des indicateurs utilisés devient elle-même une question centrale.